ça se passe. Des 12. Des 12 petits lions à tuer sur 105.5. Excellente journée dominicale à tous, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du D12. Nous sommes en saison des pluies. Depuis quelques semaines, des pluies ont rendez-vous avec les villes et villages du Togo. Les températures caniculaires connaissent une baisse relative. En majorité, les populations apprécient sans doute que certaines populations apprécient moins puisque les flaques d'eau de quelques heures ou de quelques jours donnent malheureusement pas en droit de l'insomnie. Les lits les plus frais ne sont pas partout accompagnés de sommeil bienfaisant. Les troubles de sommeil se sont invités dans des familles, puis au sommet des États de la sous-région, puisqu'il est légitime de se poser des questions à savoir les motivations de ceux qui continuent d'attaquer les populations civiles au Burkina Faso, ou qui sont les voisins qui veulent déstabiliser le Bénin. Les temps sont visiblement peu cordiaux. Cette semaine, des munitions de calibre 12 sont interceptées au Togo. Elles prenaient la direction du voisin de l'Est. Une semaine auparavant, ce même voisin faisait la découverte d'une forte cargaison des mêmes types de munitions. Les autorités béninoises parlaient de 700 000 munitions. C'est énorme, d'où des questions. Qui sont les commanditaires de ces trafics? Quels sont leurs objectifs? Et pourquoi maintenant? La crise des munitions calibre 12 participe-t-elle à la crise électorale au Bénin? Il y a quelques jours, c'est sans masque ni gants que le président Patrice Talon accusait des chefs d'État et des hommes d'affaires de vouloir les déstabiliser. Le laboratoire de la démocratie en Afrique francophone serait-il devenu dangereux? La sous-région craindrait-elle des fuites de particules ou même de virus comme dans les grands centres industriels des pays développés? Dans ces pays, le virus a un nom, la Covid-19. Ce dimanche, les comptes restent alarmants. L'Inde concentre toutes les attentions. Celles des autorités togolaises sont bien logiquement braquées sur les chiffres du Togo. 13 106 cas confirmés, 11 580 guéris, 1402 cas actifs et 124 décès. Comme une majorité de pays, le Togo est dans une phase relativement satisfaisante. Les bonnes notes appellent à encore plus de vigilance, surtout que la pandémie s'est alliée à plusieurs drames, comme cette scène de ménage à Guenivé. La jalousie a méchamment aveuglé une dame au point de finir par brûler, notamment avec de l'huile toute chaude, son mari en plein sommeil. La sorcière, comme certains Togolais la désignent, en détention, peut-être dans les mêmes locaux que Dimoré, le président du Front des Patriotes pour la démocratie. Cette semaine, plusieurs formations politiques ont appelé à sa libération. Certaines de ces formations, en plus de unir, se sont retrouvées plus tard dans le cadre de la concertation nationale entre acteurs politiques. La préparation des prochaines élections régionales est toujours sur le tapis. Une préparation sans la DMK, l'icône de la dynamique. Le prélat Monseigneur Podro et son assistant Mac Mondi sont désormais en Suède, loin du Togo. Ils abandonnent ainsi Accra au Ghana grâce au HCR. C'est le président de Nouvelle Vision, Dr Aubin Kodioviton, qui est notre invité. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Vincent Lascoudoyo est à la mise en onde technique. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à la jeunesse togolaise. Comment vous allez? Je vais super bien, par la grâce. C'est curieux ces derniers temps, et les titres de docteur ont foisonné, de plus en plus de personnalités font accompagner leur dénomination par ce titre docteur. Est-ce que vous tenez également jalousement à ce qu'on vous appelle docteur? Bon, si on doit me donner un titre, on me donne le titre que j'ai. C'est la seule chose. Au-delà de ça, je suis, quand je vis au Benton, ami pour ceux qui sont proches, ça ne me dit pas grand-chose. Mais si on doit ajouter un titre, je crois que le titre que j'ai, c'est ce qu'on utilisera. Docteur, donc, quand je vis au Benton, docteur en médecine? Non, je suis docteur en leadership et en éducation. J'ai mon PhD depuis 2007. Je vous pose la question parce que, par ces temps de pandémie, beaucoup de personnes ou beaucoup de gens pensent que quand on intervient en portant le titre de docteur, on intervient sur des matières liées à la médecine. Non, pas toujours. C'est ce qu'on a toujours cru. On pensait surtout, des fois, c'est même pas avoir le titre, c'est porter la blouse blanche qui te donne le nom de docteur. Bon, je crois que c'est une aberration. Mais de nos jours, je crois que beaucoup de personnes ont compris qu'on peut avoir le doctorat dans plusieurs domaines. Ce qui
Maintenant, différencie le titre docteur, les docteurs en médecine, les docteurs chercheurs en tel domaine. Il y a des docteurs en géographie, il y a le docteur en salubrité, un peu partout. Vous êtes docteur en leadership notamment, et sur la question de leadership, il se pose des soucis, notamment à nos pays. Beaucoup pensent que le leadership, il est défaillant et qu'il va falloir le refonder un peu. Est-ce que vous faites le même constat? Oui, bien sûr. Sans un bon leadership, sans un leadership qui a une vision bien orientée, je pense que même les capacités dont regorgent nos populations, nos peuples seront dilapidés, ne seront pas en ordre. Donc il faut un leadership pour pouvoir harmoniser les choses afin que les résultats soient applausifs. Quel est votre regard sur le leadership togolais? C'est simple, il suffit de voir les résultats pour en juger. Aujourd'hui, le Togo n'est pas encore enviable. Quand on voit la situation des jeunes un peu partout, la situation politique, la situation judiciaire, je pense qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à changer. Donc, la nature du leadership togolais se définit par rapport aux résultats que nous avons sur le terrain. Oui, il y a beaucoup d'efforts, il y a des efforts qui se font tous les jours, mais je pense quand même qu'il y a toujours beaucoup de choses à corriger, surtout en voyant la corruption, en voyant la malgestion des affaires de l'État dans certaines institutions, en voyant l'abus de pouvoir à certains niveaux, en voyant le comportement même citoyen, civique des populations. Je pense quand même qu'on a besoin de reformater le leadership pour donner vraiment une canalisation qui assure le développement de notre pays. Sans doute que nous aurons le temps de porter un regard beaucoup plus ample sur ce leadership togolais dans les prochaines minutes. Nous allons revenir sur un sujet qui touche un peu toute la planète, à savoir la pandémie à Covid-19, même si vous n'êtes pas docteur en médecine. Vous avez un regard sur cette pandémie que vit notre continent depuis quelque temps, et surtout que vous, par exemple, vous revenez des États-Unis, un des pays les plus touchés au monde. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est facile encore de voyager dans ces pays? Pour le moment, je dirais que ce n'est pas... ça dépend du pays de destination, ça dépend du pays d'échange. C'est-à-dire, si vous voyagez dans un pays où le risque est très élevé, donc la liberté de voyage est un peu réduite. Mais si vous voyagez dans un pays où ce n'est pas trop alarmant, je pense que c'est toujours possible, surtout en vous référant aux lois des pays de départ et des pays hôtes. Donc par exemple, si vous revenez des États-Unis vers le Togo, donc vous savez que pour le Togo, il y a la condition d'avoir fait le test les 7 jours avant votre voyage. Durant les 7 jours de votre voyage, si c'est 8 jours, vous avez problème. Si c'est au-delà de ça, vous savez que le Togo ne vous acceptera pas facilement. Donc, il faut vous référer aux lois de gestion de Covid dans les pays hôtes et surtout aussi dans les pays de départ, et aussi revoir les conditions des agences de voyage et des compagnies de voyage. Je pense que tout sera fait. Vous êtes retourné aux États-Unis, puisque je rappelle que vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis avant de revenir au Togo il n'y a pas très longtemps. Vous êtes retourné pour quelques mois et beaucoup ont peur actuellement d'aller dans ce type de pays. Mais c'est risqué quand même d'aller par exemple dans un pays comme les États-Unis, n'est-ce pas? Le risque dépend de la finalité de tes actions. Et tout est risque. Hein. Quand tu te lèves le matin pour aller au boulot, il y a du risque dedans parce que tout peut arriver. Mais est-ce que le risque là est majeur par rapport à celui-là qui reste à la maison et ne cherche pas le pain de tous les jours pour pouvoir donner à manger à sa famille? Donc tout est risque dans la vie. Maintenant, il faut savoir prendre ses risques. Oui, tu ne peux pas en ce moment te demander ou te donner l'opportunité de voyager aux États-Unis seulement pour aller faire, comment dire, des voyages inutiles, je dirais, c'est-à-dire pour te promener. Ce n'est pas le moment. Mais si vous devez partir parce que vous avez peut-être une famille là-bas, si vous devez partir parce que vous avez un boulot, si vous devez partir parce que vous devez faire quelque chose de plus concret que le risque là, je pense que oui, c'est risqué, mais il faut prendre ce risque et surtout
rester dans des conditions qui, au moins, éliminent l'impact du risque. Nous allons faire un exercice en termes de comparaison avec ce qui se passe dans nos pays. On sait que la Covid touche également le Togo, et moins faiblement que les États-Unis. Aux États-Unis, racontez-nous le quotidien d'un pays sous la Covid. Au moment où la Covid a pris le pic, j'étais toujours au Togo. Je voyais les chiffres monter moyennement, des fois jusqu'à des trentaines de mille, des centaines de mille par semaine. Je me disais, est-ce qu'il y aura moins quelqu'un qui serait resté aux États-Unis avant qu'on ne retourne? Heureusement, bon, je suis parti en fin d'année pour rejoindre la famille. Donc j'ai constaté quand même que, en premier lieu, il y a une observation effective du port de masque. Les gens portent leur masque partout dans les stores. C'est-à-dire, quand tu ne portes pas, quelqu'un quelque part va te le dire, parce que c'est certainement un oubli. Mais avant que je ne parte en ce moment-là, ce n'était pas aussi effectif ici au Togo. Donc j'ai vu quand même que ces mesures il y a eu beaucoup de sensibilisation aux États-Unis, surtout. Je ne peux parler que dans la zone que j'ai visitée. En Caroline du Nord, par exemple, il y a beaucoup qui portent les masques. Et quand je partais, même dans l'avion, il y avait une observation de distanciation dans l'avion en partance. Et donc j'ai vu quand même que oui, il y a des efforts qui sont faits là-bas. Au-delà de cela, j'ai vu également que tout n'est pas fermé, tout n'est pas au chaos comme on le pense, on le conçoit. Il y a des conditions, des restrictions, mais quand même on permet à ce que l'homme puisse continuer à vivre et que la Covid ne prenne pas place dans le quotidien de chacun et que nous puissions quand même vivre, sachant que beaucoup d'efforts se font pour réduire ou bien éliminer même l'existence de cette maladie. Pour faire face à la Covid, des efforts sont déployés un peu partout, notamment aussi par les petits pays ainsi que les grands pays, notamment les États-Unis. Mais certains pensent qu'au sorti de cette pandémie, les États-Unis, avec leur toute-puissance, risquent de se fragiliser un peu. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Je ne pense pas, parce qu'économiquement, moi j'ai vu un pays qui vraiment a boosté, continuellement est en train de booster beaucoup de choses. On dit qu'une situation de crise est comparable à une situation d'opportunité. Je vois aux États-Unis un pays qui veut faire de cette crise-là une opportunité pour rebooster même l'économie. Je sais qu'à des moments donnés, ça a été fragilisé, mais un pays ou bien une nation qui a le contrôle de son économie, qui a sa propre monnaie, qui a des réserves, je pense qu'ils ont pu, d'une manière ou d'une autre, continuellement booster l'économie en donnant espoir à chacun de continuer à vivre et de continuer à croire à un futur, à un lendemain. Parce que la peur dans une nation, au fait, fragilise même plus que l'impact de certains fléaux. Donc, vous voyez dans les ménages où on continue à injecter de l'argent, on continue à encourager les petites et moyennes entreprises de pouvoir opérer tout en respectant les mesures barrières. Et avec tout ça, il y a d'autres qui profitent un peu plus. La population, je crois, profite un peu plus de l'existence parce qu'il y a un État derrière cette population qui les pousse à savoir que oui, nous sommes en situation de danger, mais l'État est là. Nous pourrons toujours continuer, nous pourrons toujours croire à un lendemain, mais respectons tous les normes. Une situation de crise qui peut être une opportunité pour un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, c'est ce que vous venez de dire. Et nos pays subissent la même crise. Et comment justement pour nos pays profiter de cette situation pour gagner un peu plus de points en termes de développement par exemple? Je pense que pour les pays africains, surtout les pays africains francophones, c'est un peu difficile pour eux, d'autant puisqu'ils ne maîtrisent pas maîtriser, mais ils ne contrôlent pas leur propre monnaie, alors que la monnaie, au fait, c'est un outil qui permet à des moments donnés, à des moments de crise, de pouvoir gérer des fléaux économiques. Aujourd'hui, le Togo ne peut pas se dire, ok, le président a déclaré que tous les ménages, un peu partout, aient telle somme ou telle somme, parce que on peut changer, on peut évaluer, on peut réévaluer
un peu la monnaie, ben, on n'a pas de devise. On n'a que le CFA qui est sous contrôle d'une autre devise. Donc je pense que à ce niveau, c'est un peu difficile pour des pays africains, surtout francophones, qui n'ont pas leur monnaie, de pouvoir utiliser au fait un système économique pour pouvoir booster les familles. Mais la non-existence de cet outil ne voudrait pas dire que nous devons être dans un chaos. Parce que moi, je pense toujours que dans toute situation, il faut l'optimisation. Il faut voir si on prend les meilleures décisions par rapport aux handicaps que nous avons. Oui, les handicaps sont là. Et oui, la monnaie, la devise n'est pas là. Les gens sont moins sensibilisés, les gens croient moins, les gens ne sont pas franchement en parfaite harmonie avec certaines décisions provenant de la gouvernance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait le meilleur? Je pense que les résultats également au Togo prouvent quand même que les efforts sont à applaudir. Même s'il y a des niveaux donnés, on peut toujours améliorer. Nous allons nous intéresser dans un instant aux chiffres qui sont issus des efforts qui sont faits par les autorités togolaises. Mais là, quand on dit que durant une crise, on peut profiter pour doper un certain nombre de secteurs, notamment ici, les centres de soins, les hôpitaux, les matériels dans les hôpitaux, est-ce que ce n'est pas aussi un moment pour doter nos centres de soins de structures adéquates pour que, éventuellement, une prochaine crise, on puisse mieux faire face? Je pense bien que cette crise devrait, ou bien a dû, même si ce n'est pas dit officiellement, a dû ouvrir les yeux à beaucoup de nos autorités. Et supposons maintenant, à un niveau donné, l'année passée, on a même fait des restrictions de voyage. Et que un responsable, un président ou bien notre responsable du leadership de notre pays a besoin de se faire soigner à l'extérieur. Je pense qu'ils sont contraints déjà par la limitation de voyage et la non-existence des structures sanitaires adéquates dans notre pays. Et ceci doit normalement nous conduire à revoir la politique sanitaire ici au Togo. Vous allez voir, même dans le même pays, à un niveau donné, on ne peut pas se déplacer de Lomé à Nehor, parce que pour limiter au fait la prolifération de la Covid. Donc je pense que à tout niveau, il faudrait avoir des centres médicaux qui au moins permettent à la population d'avoir le minimum. Et j'ose croire quand même que la politique du chef de l'État actuellement doit commencer à prendre en considération, à mettre un accent particulier sur l'existence, sur pas seulement l'existence, mais il faut que ces centres de santé soient dotés d'un minimum de matériel qui nous permettront de pouvoir prendre soin de la population en cas de ce genre de choses. Sinon, c'est une honte de gouvernance si l'État ne crée pas ces conditions qui permettront à ce que la population se soigne dans des situations comme ça. Il y a une curiosité en Afrique de l'Ouest, pas seulement au Togo, c'est cette absence de centre de référence. On n'a pas compris pourquoi, par exemple, des autorités ivoiriennes, des autorités sénégalaises, sous cette crise, étaient obligées d'être transférées ailleurs, en France notamment, pour se faire soigner. Comment ne pas avoir un centre de référence, ne serait-ce qu'un grand centre de référence pour toute l'Afrique de l'Ouest? Oh, ça, c'est vraiment un problème, un point très positif dans le programme que nous avions eu avant, parce que nous nous sommes dit quand même qu'en Afrique, il faudrait quand même que nos pays, surtout quand on parle de la CEDEAO, quand on parle de l'OUA, et au-delà de nous rencontrer politiquement, il faudrait que ces pays arrivent, même s'ils n'ont pas une économie très forte, ils arrivent à s'organiser pour que dans chaque pays, il y ait au moins l'existence d'un centre de spécialité. Par exemple, on peut dire que le Togo a pris la spécialité de la neurologie, et le Ghana a pris la spécialité de problèmes crâniens, la Côte d'Ivoire a pris telle chose. Ça fera quand même que à chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de dépenser des milliards pour faire déplacer nos autorités, parce que oui, ils ont besoin des soins adéquats pour être en bonne santé, pour pouvoir continuer les affaires de l'État, mais ça pourra être
des ressources qui sont partagées entre nous. Mais là également, il faut savoir que c'est une politique orientée qui permet quand même à ce que les centres de santé à l'extérieur puissent continuer à profiter des ressources dont disposent nos pays. Parce que si nous ne comprenons pas que jusqu'à ce moment, la politique ne met pas un accent particulier sur ces choses et que nos États, nos présidents, nos responsables doivent partir dans des hôpitaux à l'étranger, imaginez la facture. Et cette facture-là, c'est un poids sur l'économie de nos pays. Donc je pense quand même qu'avec la crise sanitaire de la Covid, tout doit être refondé, reformaté, et pour qu'on puisse arriver maintenant à se prendre en charge, à avoir cette indépendance que nous avons tant clamée. J'ai annoncé tantôt les chiffres du jour, le Togo, qui se sont relativement bien par rapport à un certain nombre de pays dans le monde. C'est sans doute le résultat des efforts qui sont faits par les autorités du Togo. Quelle est votre appréciation de ces efforts? Je n'apprécie que par rapport au résultat. Et le résultat est là. Donc, je pense qu'au-delà de ce qui nous divise, il faudrait applaudir ce qui est à applaudir. Et aussi continuer à proposer pour ce qui peut être amélioré. Donc, si nous voyons que le Togo, quand même, à un niveau donné, prend des mesures. J'ai vu comment il y a une exigence stricte lorsque vous devez partir, et une exigence stricte lorsque vous devez revenir au Togo, au niveau de l'aéroport. Donc je pense quand même que ces efforts sont vraiment à saluer. Et voyant le résultat qui est sur le terrain par rapport à la contamination, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, au-delà du nombre de gens qui sont contaminés, des gens qui sont décédés par rapport à la Covid directement, il faut aussi poser le problème de l'autre côté. Combien de personnes sont décédées parce que la situation covidale a entraîné vraiment des déchutes dans la gestion économique ou bien dans le manquement financier, ce qui a causé d'autres morts, parce qu'on ne doit pas seulement compter ceux qui sont morts directement de la Covid, mais ceux qui sont morts par conséquence de la Covid aussi, économiquement, doit être pris en charge. Donc je pense que au-delà des chiffres que nous saluons, nous applaudissons par rapport à la maladie elle-même, il faut aussi avoir un regard très spécifique sur les conditions économiques, les conditions désastreuses causées par l'existence de la crise. Donc oui, relativement bien par rapport à beaucoup de pays, sur le nombre de morts, le nombre de cas, le nombre de contaminations, mais évaluons également la situation du Togo par rapport à la gestion économique des PME, des PMI, des entreprises qui n'ont plus de contrat parce que tout est au slow, des entreprises qui n'arrivent pas plus à alimenter, mais sont toujours sanctionnés, ils sont toujours là pour payer leurs impôts. Il va falloir quand même, comme le chef de l'État l'avait souligné dans l'un de ses messages, pouvoir venir en aide d'une manière plus effective à ces petites et moyennes entreprises, s'il y a possibilité, pour que au-delà ou bien à côté de les efforts sur la santé physique, il faudrait aussi des efforts sur la santé économique. Sur cette pandémie, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, notamment par exemple le programme Novici. Ce programme est rentré dans l'histoire. Mais récemment, sur le plan fiscal, il y a par exemple l'augmentation des frais de péage. Et beaucoup de Togolais ne comprennent pas pourquoi c'est sous cette pandémie qu'on augmente ces frais-là. Il y a l'annonce de la taxe sur les véhicules à moteur. On parle même de taxe d'habitation. Est-ce que le moment est propice pour tout ça? On ne peut se prononcer que par les données que nous avons devant nous. Aujourd'hui, nous pourrons dire quand même que quand la population est si souffrante et que les choses deviennent de plus en plus dures, et c'est en ce moment que nous devons parler des taxes sur les taxes de péage et les taxes sur voitures à moteur, ce serait un peu mal vu, surtout par nos populations. Mais je sais quand même que dans cette même Covid, la gestion de Covid, il y a eu réduction par exemple sur beaucoup de choses par rapport à la procédure des titres fonciers, il y a beaucoup de choses qui ont été aussi réduites d'un autre côté.
Mais si l'État doit prendre cette décision, et ces décisions sont motivées par des raisons effectives, je recommande ou bien je propose à ce que l'État puisse communiquer un peu plus à la population. Pourquoi? Pourquoi les moteurs à 2 roues doivent payer 50 francs par chaque voyage au péage? Pourquoi les gens doivent payer maintenant des impôts? Il faudrait quand même communiquer si réellement ces décisions sont motivées. Mais si ces décisions ne sont pas, même si c'est motivé, mais ne sont pas au fait communiquées, nous n'avons pas été sensibilisés, ça ne fait que créer, ça ne fait qu'agrandir l'écart entre la population et nos gouvernements. Donc sur ces bases, je dirais que à mon point de vue, ce n'est pas bienvenu, ce n'est pas le bon moment, ou bien ça n'a pas été bien communiqué pour qu'on puisse comprendre les fondamentaux qui ont occasionné cette décision. Sur la Covid, toujours actuellement, c'est le temps de la vaccination. Je ne sais pas si vous-même vous êtes fait vacciner déjà. Oui, je me suis fait vacciner. Sur la vaccination, il y a quand même un certain nombre de polémiques. Les attitudes ne sont pas les mêmes, les prises de position ne sont pas les mêmes, que ce soit dans les grands pays et dans nos petits pays. Est-ce que vous comprenez toutes ces polémiques autour des campagnes de vaccination? Oui, certainement. Quand vous voyez le rapport des experts qui disent que pour faire sortir, par exemple, un vaccin, il faut un temps minimum de 10 ans qui permettra à ce que l'on puisse avoir l'impact des effets secondaires, on puisse avoir des échantillons qui sont effectifs. Il y a tellement de choses, mais il y a eu des vaccins qui ont été, voilà, ce vaccin-là qui a été développé dans moins d'1 an. Donc je pense que déjà, ayant ça en tête, tout le monde se dit, est-ce que ça n'aura pas des effets secondaires, que ce soit au Togo, aux États-Unis ou un peu partout. Tout le monde se demandait. Et puis bon, je me disais que si je n'étais pas obligé de voyager, est-ce que j'allais accepter même prendre le vaccin? Parce que bon, la conception c'est quoi? C'est que bon, nous devons savoir si réellement c'est un vaccin qui pourra nous maintenir en vie pour longtemps, ou bien il y aura des effets secondaires. Au-delà de ça également, quand les chiffres sont donnés, les gens meurent tous les jours, on communique des centaines de morts, et surtout quand vous n'avez pas vécu de ce genre de choses, tout porte à croire que ce sont des histoires. J'ai échangé avec beaucoup de gens qui se disent oh non, Covid là même n'existe pas, peu importe leur niveau d'éducation, parce qu'ils n'ont pas peut-être vécu ou bien vu des gens proches, des gens de leur famille qui ont été atteints de la Covid. Mais moi je rassure quand même qu'à travers ce que j'ai vu de mes propres yeux, surtout quand je suis rentré aux États-Unis, que la Covid existe. Peut-être s'ils ne veulent pas l'appeler Covid, il y a une maladie qui tue. Qui tue en masse. C'est ça. Donc, je pense quand même que ça existe et que c'est important pour nous tous de prendre des précautions. Maintenant, c'est venu comment, c'est géré comment, pourquoi, tout ça là sont des débats ailleurs. Mais la Covid existe et puis ça tue. Vous vous êtes fait vacciner. Est-ce qu'en ce moment, vous lancez un appel aux Togolais à aller se faire vacciner? Là, je pense que l'appel doit être lancé par les agents spécialisés, parce que allez vous vacciner avec quel vaccin? Est-ce que le vaccin a été accepté par les experts du Togo? Il y a tellement de choses à voir avant d'appeler à telle ou telle chose. Je pense quand même que si ce n'est pas accepté, on n'allait pas l'emmener au Togo. C'est mon point de vue. Néanmoins, je suis en train de voir si, par exemple, l'AstraZeneca n'est pas accepté, par exemple, par les experts américains, et que c'est accepté en Europe et au Togo directement. Est-ce qu'il y a eu un travail en amont par les experts togolais de ce domaine qui ont approuvé? Parce que même le vaccin Johnson & Johnson peut être approuvé aux États-Unis, mais les experts togolais peuvent juger de ne pas l'accepter. Pourquoi? Parce que il y a aussi des problèmes de conditions, les problèmes de la manière dont nous mangeons, tout ça là peuvent agir sur la nature d'un vaccin. Donc on n'accepte pas un vaccin parce qu'un autre pays l'a accepté. Et c'est pour moi un moyen de faire appel ou bien de pouvoir encourager nos États à donner plus de moyens, à donner plus de références et plus de poids aux experts de nos domaines de santé, de nos domaines de contrôle de vaccination, pour qu'ils puissent faire des travaux spécifiques à notre pays, afin que de ces genres de vaccins puissent arriver et nous donner confiance
par rapport à nos conditions. Et en cela, tout le monde appellera à faire, ses compatriotes à se faire vacciner. Mais quand il y a au fait un manquement de ce genre de choses, c'est difficile d'en appeler. Est-ce que vous êtes pour qu'on oblige les Togolais à se faire vacciner ou pas? Puisque ces derniers temps, on a lu un certain nombre de structures, notamment privées, conditionner le travail dans leurs structures à la vaccination. Est-ce que vous partagez cette prise de position, ce positionnement de ces structures-là? Je pense qu'au niveau du vaccin, on ne devrait pas avoir des exigences. C'est-à-dire ça ne doit pas être forcé. Maintenant, il y a des conditions qui peuvent être forcées. Si par exemple on te demande en tant qu'un médecin qui doit vacciner quelqu'un, il faudrait porter des gants, il faudrait porter des cache-nez, il faudrait te protéger avant d'aller au service, ou bien quelqu'un qui vend par exemple doit se protéger. Ce sont des recommandations qui peuvent être forcées sur la population, sur les individus. Mais la vaccination en soi, je ne pense pas que ça devrait être une obligation. D'autant plus que les mesures barrières, selon les experts, permettent quand même à ce que cette prolifération de la maladie puisse être stoppée. Donc si quelqu'un décide de ne pas se faire vacciner, cette personne ne peut pas décider d'aller en public, en lieu public, là où on exige, par exemple, des ports de masques et autres. Donc, je ne suis pas trop d'avis avec, ces institutions qui exigent que leurs membres soient vaccinés avant telle ou telle chose, mais je suis quand même d'avis avec ceux qui encouragent à ce que les gens prennent les meilleures décisions, les bonnes décisions. En conclusion, selon vous, le vaccin ne doit pas être rendu obligatoire dans notre pays. Je rappelle que notre invité du jour, c'est le président de Nouvelle Vision, Dr Aubin Kodio-Vitton. Il est rentré récemment des États-Unis. Quand vous êtes rentré dans notre pays, après avoir passé quelques mois à l'extérieur, quel est votre regard sur ce pays que vous connaissez, les acteurs politiques, les populations? Et est-ce que vous avez senti quand même que quelque chose a changé ou pas? Oui, je n'ai fait que 3 mois à 4 mois pour encore revenir, parce que j'étais là plus de 2 ans au pays avant de rentrer en décembre. Mais j'ai constaté quand même que à travers les petites statistiques autour de moi, le nombre de personnes qui font la demande d'un minimum pour joindre les deux bouts, ça a tellement augmenté d'une manière exponentielle. Ce qui pour moi me donne une image d'une aggravation de la situation économique de notre pays. Vous allez voir par exemple beaucoup de personnes qui ont été contrées par le fait qu'ils doivent être renvoyés de leur maison. Pourquoi? Parce que leurs activités ne marchent plus. Maintenant, les propriétaires, les maisonniers, ils ont aussi besoin de ces ressources-là pour vivre. Donc, ce qui cause des discordances entre ceux qui doivent payer les loyers et ceux qui doivent percevoir les loyers. Et ça, c'est normal. Et nous devons déjà anticiper que ça devrait arriver. C'est pourquoi, par exemple, aux États-Unis, il y a des efforts du gouvernement par rapport à ça, par rapport à ceux qui doivent payer leurs électricités, ceux qui doivent payer les factures d'eau et aussi leurs rentes. Donc, il y a des dispositions qui sont prises pour que ceux qui doivent percevoir ne soient pas lésés et ceux qui n'ont pas pour payer ne soient pas chassés de leur maison. Donc, j'ai vu quand même qu'il y a eu un changement. Et ce changement, surtout sur le plan économique, est négatif. C'est pourquoi j'en appelle. C'est alarmant. Quand vous voyez autour de vous des gens qui, jadis, ne pourraient même pas vous demander 50 000, ben, qui viennent vous demander 5 000 pour faire vivre la famille. Vraiment, c'est écœurant. Donc, je pense que oui, il y a des choses qui ont changé. Mais côté gestion Covid ou bien dans la société, j'ai vu que le port de masque a augmenté un peu partout. Et les gens, beaucoup de gens portent les cache-nez naturellement maintenant. Donc, il y a aussi le côté positif. Et à l'aéroport, j'ai vu comment les choses ont été gérées d'une manière stricte par rapport à la gestion de la Covid. Je pense que oui, il y a des efforts sur le plan, comme je l'ai dit, sur le plan sanitaire. Maintenant, sur le plan économique, ce que j'ai vu, c'est négatif. Sur le plan politique, il y a une sorte de pause qui a été dictée notamment par la Covid. Mais cette semaine,
il y a cette réunion entre partis politiques qui a eu lieu à Lomé. La concertation nationale entre acteurs politiques s'est de nouveau retrouvée. Mais je crois que vous ne participez pas Ce n'est pas qu'on ce cadre. ne participe pas. Les gens qui doivent se rencontrent certainement. Parce que nous tous, nous voulons quand même, surtout notre jeunesse, nous voulons avoir nos yeux, nous voulons avoir nos propositions prises en considération. Mais si on vous limite, on vous dit vous ne pouvez pas participer, on ne peut pas s'inviter dans ce genre de discussion. Parce que c'est limité même pour des partis. Aujourd'hui, je ne suis pas encore un parti politique, mais je pense que même des partis politiques existants n'ont pas accès à ces genre de concertation. Donc pour moi, je n'ai pas vu, je ne vois pas de changement que... Est-ce que pour vous c'est un problème? Parce que vous avez voulu être candidat à la dernière élection présidentielle et c'est au final que vous n'avez pas pu parce que votre dossier a été retoqué. Est-ce que c'est un problème que une personnalité comme vous ne soit pas partie prenante de ce cadre? Même si je ne le vois pas en tant que problème, je ne le vois pas comme solution. Donc, ce qui voudrait dire que nous continuons de faire la même chose de la même manière. Si déjà, nous voyons des acteurs qui interviennent, des nouveaux acteurs sur le terrain, qui viennent avec peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de s'impliquer dans la politique, je pense que quelqu'un qui veut l'évolution de ce pays doit ouvrir cette discussion à ces jeunes pour qu'on puisse aussi venir avec de nouvelles idées. Nous allons continuer à faire le combat que nous avons vécu au moment où nous étions enfants. Jusqu'à quel âge? Moi, je vois en ça vraiment une restriction de l'évolution. Donc, on devrait quand même donner opportunité à ceux qui peuvent apporter un changement, ceux qui peuvent apporter une amélioration à ce qui se fait, ce qui se faisait, de pouvoir avoir accès à cela. Nous avons beaucoup de propositions. Nous sommes une nouvelle vision. Nous voyons les choses d'une nouvelle manière. Nous dépassons ces clivages politiques que nos aînés ont toujours eu pour pouvoir avoir une finalité sur un développement de notre pays. Et pourquoi? À travers tout ce que nous faisons comme effort, à travers la sensibilisation que nous faisons pour l'observation des civiques, des citoyens, pourquoi ne pas être invité à ce genre de concertation? Bon, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour moi. Est-ce que vous ne pensez pas que si on ouvrait la porte à toutes les structures, on se retrouverait dans une forme de conférence nationale? Non, je pense quand même que ouvrir... nous avons des experts ici au Togo qui savent comment le faire. Ils savent comment le faire, ils savent que les gens seront invités et ceux qui ne trouveront pas place vont s'éliminer eux-mêmes. Mais ceux qui peuvent, les conditions sont là. Vous venez avec des propositions, venez avec, participer. Nous avons des gens qui peuvent le faire. Nous avons des propositions, nous avons une manière de le faire. Mais je pense que ceux qui seront là, seulement pour pouvoir animer la galerie, il y aura des conditions, des restrictions, des règles qui devraient rédiger, qui devraient encadrer ce genre de discussion. Donc, pour moi, je ne pense pas que ouvrir à ceux qui sont aptes à apporter leurs propositions serait une sorte de conférence nationale de la sorte de ce que nous avons vécu par le passé. C'est clair que s'il y a des conditions, sans doute que certains seront toujours exclus, puisque c'est ça aussi quand on met des conditions en place pour organiser une rencontre du genre. Mais ce rendez-vous, est-ce qu'il est urgent? Parce qu'en réalité, il devait préparer les prochaines élections régionales. Selon vous, est-ce qu'il est urgent? Est-ce qu'il est important? L'importance que je trouve, c'est que les partis politiques et le régime en place ne se concentrent que sur des questions politiques. Donc, c'est comme si nous devenons partis politiques seulement pour parler des élections. Tu voyais cette concertation, c'est pourquoi? C'est parce que bon, l'État ne peut pas s'arrêter, il faut organiser les élections qui doivent venir. C'est la seule raison pour laquelle les gens s'ouvrent pour des concertations de ce genre. Mais ce qui devrait être urgent à notre niveau, c'est que si la politique, les institutions politiques
s'impliquait dans la politique pour en faire un outil pour faire développer le pays. L'urgence aujourd'hui, c'est comment réorganiser notre pays dans cette situation de crise avec toutes les limitations que nous avons pour tirer le meilleur de notre jeu. Donc pour moi aujourd'hui, la finalité n'étant pas politique, je considérerais que ce n'était pas urgent, ou bien il y a d'autres urgences à en ajouter. Mais est-ce que je veux dire qu'on devrait stopper tout ce qui est politique? Non, il y a des calendriers politiques à suivre également. Oui, ça pourrait aller, mais en surplus. Je pense quand même qu'il faut des concertations qui permettront à ce que ceux-là qui aspirent également à gouverner ce pays apportent leurs idées au moment où il y a un mandat en cours pour que notre population puisse sortir de la misère, de la galère. On a entendu un certain nombre de formations politiques dire qu'il faudrait ajouter un certain nombre de thématiques à la préparation des élections régionales, à ce qui s'est fait autour du ministre Boupeti Paya-Doua. Et certains ont pensé qu'il faudrait par exemple discuter des dernières élections présidentielles, de la situation des détenus politiques. Est-ce que vous pensez que ce cadre sied justement à revenir sur ce type de sujet? À mon humble avis, je pense que ce n'est pas prioritaire. Aujourd'hui, si je dois penser à des questions politiques, je souhaiterais des cadres de discussion pour parler de la fonctionnalité de nos mairies et de nos préfectures, la relation entre les maires et les préfets, la relation entre les maires et les chefs cantons, comment toucher la population à la base, comment faire pour que la politique puisse être vraiment un outil de développement. Donc je pense sur ces questions politiques, oui, j'applaudirais parce que, oui, avoir fait des élections pour nommer des maires, des conseillers, c'est bon. Maintenant, il faudrait les outiller d'une manière ou d'une autre. Il faudrait que chacun de nous comprenne leur rôle et aussi s'associe, même au niveau local, pour que cette élection ne soit pas seulement une élection politique, mais une élection qui commence à faire changer des choses. Mais commencer encore à discuter de ce qui est passé, je pense que non, ce n'est pas vraiment le cas. Mais à un niveau donné, il ne faut pas attendre également que d'autres élections viennent avant de redresser certaines choses. Il faudrait aussi quand même essayer de voir d'une manière ou d'une autre comment corriger certaines insuffisances que nous avons connues à travers les élections passées. Parmi les insuffisances, par exemple, les gens pointent du doigt la situation de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Certains estiment que cette commission n'est pas assez indépendante. On lui reproche un certain nombre de problèmes. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que cette CENI-là est une source de problèmes? Moi, je n'ai pas l'impression, mais j'ai la certitude par rapport à ce que j'ai vécu. Je ne veux pas parler encore de ça, c'est déjà passé. Mais si déjà une institution comme la CENI n'arrive pas franchement à me prouver que je ne suis pas habilité à participer officiellement sans raison, bon, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Mais je ne vais pas continuer jour et nuit à parler seulement, à dénoncer. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour mieux faire? Mais quand les gens disent aujourd'hui qu'il y a vraiment un problème dans nos institutions à 100%, parce que je l'ai vécu, je dirais oui, je pense. Et je suis, pas seulement que je pense, mais j'ai été victime de beaucoup de choses. Quand on n'arrive pas à me prouver telle ou telle chose, je pense quand même que c'est grave pour une institution comme la CENI et de pouvoir agir de cette manière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Essayons de nous asseoir tous pour pouvoir redresser, reformuler les règles du jeu pour que nos institutions soient plus fiables. Parce que après tout, c'est l'image de notre pays. Quand les institutions ne marchent pas, les dénoncer ne suffisent pas, mais arriver à les corriger pour que notre pays, le Togo, puisse avoir une bonne image dans le monde. Je pense que c'est le plus nécessaire. Il y a une sorte de tradition, finalement, au Togo. Je ne voulais pas parler de comédie parce que chaque fois, on reproche un certain nombre de lacunes à la Commission électorale nationale indépendante, mais les acteurs politiques sont toujours prompts à participer à toutes les élections. Les prochaines qui vont avoir lieu, sans doute que les acteurs politiques seront encore présents et pour après dénoncer les résultats. Ça aussi, les populations ne comprennent pas. Oui, c'est normal. Quand vous faites la même chose de la même manière, vous avez les mêmes résultats, vous continuez à le faire. Peut-être on vous donnera un nom
pas bien de dire sur les antennes. Mais c'est pour la raison pour laquelle nous avons compris quand même qu'il doit y avoir une nouvelle génération de leaders, et cette nouvelle génération doit être animée d'une nouvelle vision, une vision qui qui a en soi un changement qui permettra à ce que les choses ne soient plus de la même manière. Nous avons toujours dit dans nos développements que la finalité, c'est ce qui justifie les actions que chaque acteur est en train de prendre. Si vous êtes aux affaires aujourd'hui, ou bien vous êtes du régime aujourd'hui, votre finalité, si ce n'est pas de faire développer ce pays, et votre finalité, c'est de vous maintenir au pouvoir, donc vos actions seront orientées par rapport à ce que vous devez faire pour vous maintenir. Mais si vous êtes là pour faire développer le pays, vos actions seront orientées de la sorte. Donc nous pensons quand même que tous ces différents acteurs impliqués dans la situation socio-économique et politique de nos pays ont des finalités différentes. Maintenant, tant que ces finalités ne sont pas en harmonie avec la recherche du bien-être de ce pays, avec la finalité de voir ce pays évoluer, avec la finalité de voir cette jeunesse s'épanouir, avec la finalité de voir ces talentueux Togolais vivre de leurs arts, je pense qu'on aura toujours les mêmes problèmes, parce que tout sera fait de la même manière. L'élection, revendication, tout est au silence, on attend une autre élection, on refait la même chose. Donc il faut franchement une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire. Il faut dépasser ces clivages entre les hommes et aller faire la guerre faire plutôt la guerre des propositions concrètes de développement pour faire évoluer notre pays. Nous sommes avec le patron de Nouvelle Vision. Nous aurons le temps et sans doute de revenir sur ce que contient la Nouvelle Vision. Dr Ben Kodeviton est notre invité du jour, et comme le veut la tradition, après 45 minutes d'émission, nous allons permettre également aux auditeurs durant les 45 prochaines minutes de participer à l'émission par leurs appels téléphoniques sur 96 50 34 37 et puis 10 43 09 70, mais également les messages sur les réseaux sociaux, notamment sur les comptes Facebook et WhatsApp de la radio. Nous allons donc partir pour le téléphone. Allô? Oui. Bonjour. 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 C'est Pelé? Oui, c'est Pelé. Oui, comment vous allez, Pelé? Bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Bonne arrivée. Merci. Pelé, vous permettez? Oui. Oui, en fait, pourquoi vous appelez Pelé? Vous êtes fan de Pelé, le footballeur? Oui. C'est juste parce que vous êtes fan de footballeur? Oui. Ah là, c'est bon. Parce que, oui, cette question... Mais... Je joue bien le football, je suis bien le footballeur. Ah bon? Mal. Ah bon? Oui. Vous jouez à quel poste? C'est pas mal. On dit Pelé, vous jouez à quel poste? C'est attaquant. C'est pourquoi j'attaque tout le temps. Ok, je vous souhaite beaucoup de chance et surtout que le Seigneur vous permette de trouver un bon club. Oui, oui. Votre question maintenant. Maintenant, je voulais dire que tout à l'heure, on parle de la CNAP. Moi, ça fait 2 semaines, ça me fait quelque chose que je pense que le régime RPT a suivi un système de décision. Vous allez voir, en 2010, quand il était aux élections, quand Jean-Pierre Fabre gagnait les élections, Jean-Pierre Fabre revendiquait la victoire. Et que c'est difficile que le régime a trouvé pour négocier avec. Vous voyez? Donc, à chaque élection, le régime RPT trouve notre adversaire pour négocier. Aujourd'hui, les élections de 2020 sont passées et que ceux qui ont gagné, celui qui a gagné est à l'extérieur, ou bien le deuxième, je vais dire, est à l'extérieur, que la Cour constitutionnelle peut gagner à l'extérieur. Mais on sait pas discuter avec ceux qui sont minoritaires. Est-ce que cette discussion aura une légitimité? Donc, tout à l'heure, il faut comprendre quelque chose, que l'opposition togolaise a une option des urnes. C'est pourquoi je dis que, bon, pourquoi on participe et on critique. L'opposition togolaise n'a aucune force. C'est d'aller au régime. Mais il faut que le régime en place
ait la bonne foi de discuter avec ses interlocuteurs pour qu'il y ait de la paix dans le pays. Donc, à chaque élection, on critique, on travaille et on discute. Et après tout, on cherche d'autres opposants pour discuter. Mais actuellement, selon notre invité, avec qui le régime institué doit discuter, s'il s'agit de la Sénat. Et deuxième point, est-ce que ce qui se passe là-bas vous comprenne? S'il y aura élection demain, est-ce que vous allez participer? Merci. Bien, merci. Allez-y. Oui, j'ai bien pris en compte les deux questions. Il y a d'un côté, je dirais que c'est vraiment une honte pour une opposition d'un pays comme le Togo de ne pas pouvoir nous organiser nous-mêmes au niveau des partis non au pouvoir, et que c'est l'État que peut-être pour certains que nous combattons, c'est-à-dire le régime qui peut facilement nous organiser. Et donc si le régime nous organise, il nous organise pour sa finalité. Et donc c'est vraiment très décevant de voir quand même que au niveau de l'opposition elle-même, c'est très difficile de nous organiser, du moins de parler entre nous et de trouver des consensus afin que cette opposition soit un contrepoids pour des décisions qui doivent faire évoluer notre pays. Donc cette concertation mise sur pied ne peut être possible que si le régime le décide. C'est un peu à gauche. Mais bon, c'est le cas. Et il a bien précisé dans son truc que, bon, si on doit discuter avec... Est-ce que c'est une discussion ou bien c'est un arrangement qu'on trouve à ceux-là qui sont des participants? Parce que si aujourd'hui le numéro 2 prononcé n'est pas là ou bien son parti n'est pas représenté, maintenant, qui sont ceux-là? Quel est le poids? Qui porte quoi pour pouvoir arriver à faire des discussions vraiment crédibles? Je pense que la scène que nous assistons aujourd'hui n'a rien de nouveau par rapport à ce qui se faisait. Donc, il a bien raison de dire quand même qu'il y a la Sénat, à la concertation, ça n'apportera presque rien. Et surtout que c'est fermé. Moi, je t'ai demandé, on dit, tu dois avoir participé aux élections passé, tu dois faire ceci. Bon, c'est à part ça. Ça veut dire que ceux qui peuvent devenir des nouveaux politiciens aujourd'hui, des nouveaux hommes politiques avec de nouvelles idées aujourd'hui, ne peuvent pas participer à des concertations qui concernent le futur de notre pays. Donc ils ne veulent rassembler que les anciens qui font les choses anciennes, qui ont les mêmes résultats. Donc c'est un peu limité. Je pense quand même que eux-mêmes ils savent que ce n'est pas une bonne chose. Donc à la seconde question, il demandait s'il y a élection, est-ce que nous allons participer? Bon, je crois que les conditions d'organisation des élections ont toujours été critiquées. Et nous avons pensé, et nous avons pris l'audacité de pouvoir participer à l'élection présidentielle passée. Et on a vu les insuffisances qui se sont posées. Mais pour nous aujourd'hui, on ne va pas rester les bras croisés en nous apprêtant à une autre élection. Mais quelles sont les approches que nous devrons faire? Nous avons commencé depuis même depuis qu'on nous a ôté de cette élection, nous avons commencé à faire les approches qu'il faut pour pouvoir quand même influencer d'une manière ou d'une autre, faire comprendre que nous avons réellement besoin d'une nouvelle vision. Et c'est suite à cela que nous pourrons quand même participer à de nouvelles élections. Bien, merci. Deuxième auditeur. Le deuxième auditeur, on ne l'a pas. Mais votre approche, que celle que vous défendez, il y a un auditeur, et notamment, son surnom, c'est le Togolais bourgeois. Il dit qu'en réalité, votre approche est trop simpliste par rapport à un problème togolais beaucoup plus compliqué. Peut-être c'est que le problème togolais est tellement petit que nous n'arrivons pas à le voir. Tout le monde dit c'est compliqué. Et si les solutions compliquées que nos aînés ont appliquées depuis là n'ont pas donné solution, pourquoi ne pas donner la chance à la solution simpliste de pouvoir s'impliquer? Donc je pense déjà que, bon, oui, quelqu'un d'autre dirait qu'on ne donnera pas place à la solution va trouver place. Et je pense qu'avec la nouvelle vision, nous ne nous désarmons pas, nous allons jusqu'au bout.
Et nous irons jusqu'au bout. Et par la grâce de Dieu, nous arriverons à prouver que, oui, la solution togolaise peut être la plus simple possible, mais qui amènera de gros résultats, des résultats satisfaisants, des résultats enviables par le monde entier. Boga, est-ce qu'on l'a, la deuxième édition? On ne l'a pas, et nous allons revenir sur ces discussions qui ont lieu au niveau où, en fait, une des séances a eu lieu cette semaine, notamment sur la CENI. Quelles sont, par exemple, vos propositions pour que cette CENI-là soit dépoussiérée, pour que cette CENI soit sans tâche? Puisque sans doute qu'au sortir des prochaines élections régionales, et on attendra encore que ici et là, il y a eu de la tricherie, il y a eu de la magouille. Bon, je pense que le mode de fonctionnement même doit être très clair. Je me base sur un constat que j'ai vécu. Déjà, nous avons donné la liste des cartes d'électeurs et on nous dit la plupart ne se retrouvent pas dans le database de la CENI. Bon, les cartes d'électeurs sont fabriquées par qui? Est-ce qu'il y a autre organisation au Togo qui fabrique les cartes d'électeurs? Ou bien, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que nous, à la Nouvelle Vision, nous avons inventé les numéros. Et si nous savons qu'on n'a pas inventé les numéros, que nous avons été sur le terrain, nous n'avons pas, au fait, donné ce travail à plusieurs de nos membres, même pour se dire que peut-être c'est ces membres qui n'ont pas reporté. J'ai eu des cartes que moi-même j'ai enregistrées parce qu'on a pris le temps. C'était en 2016 que j'avais déjà annoncé mon intention. Et annonçant mon intention en tant que candidat, qui doit être un candidat indépendant, j'avais déjà lu le code, je savais de quoi il s'agissait. Donc déjà après les élections de 2000, c'était quelle année? Les dernières élections législatives où je savais qu'il n'y aura... Il y a eu 2019 et puis 2018 d'abord, puis 2019. 2018, c'est ça. Je savais qu'il n'y aura plus de nouvelles cartes d'électeurs. J'ai même commencé à enregistrer à chaque fois. Vous allez voir que nous avons fait beaucoup de séances sur le territoire. Et à chaque fois, on récoltait les cartes, on écrivait nous-mêmes. Mais si déjà une CENI organisée nous dit que voilà, il n'y a pas tel. Donc, ces procédures doivent être claires, les jeux doivent être clairs pour que quiconque vient, on lui dit vraiment, monsieur, vous n'êtes pas retenu, mais regardez si vous êtes retenu, prouvez. Mais si vous n'arrivez pas à avoir des procédures qui sont très claires et que déjà, vous voyez, et dans le code, on dit les dossiers doivent être déposés, après évalués par la Cour constitutionnelle, après vous allez payer votre caution. Nous, on vient de déposer le truc, 24 heures après, on nous envoie un message pour vous dire en 24 heures, il faut payer vos cautions. Ce sont des procédures qui ne sont pas... des procédures, c'est-à-dire des choses, des décisions sont prises d'une manière aléatoire comme ça. Et si ça continue avec une institution comme ça, même si on change les hommes à la tête de la CENI, on aura les mêmes problèmes. Donc il faudrait que les choses soient claires. Moi, je voyais sur l'un de mes reçus définitif en tant que candidat. Et au même moment, on me dit je ne suis plus candidat. Tout ça là, ce sont des procédures qui font honte. Dans nos pays, il faudrait franchement que cette procédure soit claire. Donc moi, ma recommandation, ce n'est pas simplement le fait de reconstituer les membres, mais c'est que le fonctionnement doit être reformaté pour que les choses soient claires. Afin que quand vous avez échoué, vous saurez que, ah, mon frère, je pense que j'ai échoué, je suis certain que j'ai échoué. Mais si ce ne sont pas clairs et que les choses sont faites d'une manière aléatoire, la collection des données après les élections, les cartes d'électeurs, tellement de choses que nous voyons, comment les règles doivent être appliquées, où on amène les unes le matin, vous allez voir que les unes sont à moitié pleines. Tout ça, là, je ne le dis pas en l'air parce qu'on a vu des élections qui sont... Donc, des choses de ce genre, franchement, après ces élections, quels sont ce qui a été vraiment fait pour que ces choses ne se répètent plus? Parce que ce sont des erreurs graves, normalement. Mais si ces choses-là passent comme si ça ne veut rien dire, je pense que cette CENI doit être reformatée. On m'a signalé un deuxième auditeur, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, votre nom? Comment vous allez? Oui, je vais bien, et vous? Bonjour. Bonjour. Pierrot. Oui. C'est Rodrigue. Oui, vous allez bien? Je vais très bien. Ok, allez-y. On m'a déjà pris plus de quelques minutes. Hein. Ah, excusez-nous alors. Je
Je dis bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Rodrigue. Merci, bonjour, monsieur. S'il vous plaît, qu'est-ce que je veux demander? Juste une seule question. Aujourd'hui, après tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de la vie sociopolitique du Togo? Depuis 90, le 5 octobre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Puisque quoi? Moi, je ne suis pas tellement âgé. Hein. En temps, moi, je suis en Europe quand ça commençait. Je suis revenu. Et puis bon, voilà. J'ai voulu voir un peu la lutte. Mais aujourd'hui, je vois que nos politiciens là, il n'y a rien. Est-ce qu'il ne serait pas bon? C'est pas que je pose une question et la réponse en même temps. Moi, je dis que les anciens là, est-ce que quelque part, est-ce qu'on connaît de nouveau? Bien, merci. Rodrigue, est-ce qu'on peut décrypter cela? Oui, je pense que dans la question de M. Rodrigue, là, comme il l'a même dit, la solution y est. Et cette solution, ce n'est que... ça vient renforcer la nouvelle vision, la nouvelle donne. Il a demandé, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que toutes ces luttes n'ont pas porté leurs fruits. Et c'est devant nous. Donc quand la lutte n'a pas porté de fruits, il faudrait maintenant changer d'équipe, il faut changer vraiment les joueurs. Et quand on dit ça n'a pas porté de fruits, ça ne veut pas dire quand même que les gens qui ont fait cette lutte n'ont pas fait d'efforts. Oui, ils en ont fait, mais ces efforts n'ont pas atteint franchement à un niveau appréciable. Donc c'est de la place. Moi je me souviens, il y a de cela 1 an ou 2 où j'ai participé à des rencontres avec nos aînés politiques, surtout de l'opposition, qui vont te dire non, vous venez d'arriver, il faut être derrière nous pour qu'on puisse nous organiser, pour sauter ceci, pour faire ça. Moi, quand vous voulez parler, c'est comme si, bon, vous venez de l'étranger, ce que vous amenez là, ça ne passe pas au Togo. Mais si ce que nous amenons ne passe pas au Togo, ce que vous avez passe au Togo, et depuis là, nous avons ça, mais il y a quelque chose. Donc pour moi, je pense que la question en soi vient avec sa réponse, oui. Il faudrait qu'une nouvelle classe politique trouve le jour. Mais ça également, il ne faudrait pas que les anciens là ne vont pas un jour appeler de nouveau, venez prendre nos places. C'est l'apparition de cette nouvelle classe dynamique, de ce nouveau leadership là qui fera fuir, si on peut utiliser ce thème. C'est noté. Notre auditeur, allô? Bonjour. Oui, Gévagos, parlez un peu plus fort puisque vous êtes à l'antenne déjà. Je salue notre invité. Bonjour, monsieur. Moi, je pense qu'on n'est pas fatigué des élections qui ont été la politique. Bon, si on va changer les anciens, bien les nouveaux reprendre la place, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Parce que le régime est là. Quelle lutte nous faisons dans ce pays? Nous savons à qui? Nous savons de quoi nous parlons, de quoi. Parce que bon, est-ce que le Togo doit parler seulement de sa politique, mais l'Afrique en général doit parler de la politique? Moi, je ne vois pas si c'est seulement que le Togo, parce que l'indépendance est donnée à tous les pays qui ont demandé l'indépendance en 1960. Bon, maintenant, là où on est maintenant, quelqu'un, le Bénin veut aussi sa libération, le Burkina, la Côte d'Ivoire, voilà. Bon, moi, je vois si on dit que là, on va changer les gens comme ça, moi, je ne le crois pas. C'est que l'Afrique doit demander sa libération, moi, c'est ce que moi, je vois. Si on doit dire que le nouveau doit venir, c'est le même système commercial. Bien, merci. Oui, certainement. Si ce ne serait que des changements de tête, ça ne donnera aucune solution. Et je pense que dans sa question, il a parlé de la politique africaine parce que si on voit le Togo, on voit le Bénin, on voit certains pays proches, c'est comme si on a le même problème un peu partout. Et donc si c'est le même problème, s'attaquer seulement aux gens peut ne pas donner solution. Mais néanmoins, nous devons savoir que il y a des gens qui sont porteurs de vision. À des moments donnés, il faut changer des gens pour changer des visions. Mais comment faire ce changement? Pas seulement des changements de personnes qui poursuivent la vision ancienne, mais des nouvelles têtes, des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes qui peuvent s'asseoir. Aujourd'hui, il y a des jeunes dans plusieurs pays de l'opposition qui peuvent s'asseoir avec des jeunes des partis au pouvoir et discuter des questions fondamentales pour l'évolution du pays.
autant jadis, entre nos aînés, tout est question de prudence, de question de je ne crois pas en lui, je ne crois pas en ça, on ne peut pas s'asseoir ensemble, on doit dépasser ça. Donc, je pense que quand on parle de la nouvelle génération, ce n'est pas seulement une nouvelle génération de l'opposition. Nous voulons une nouvelle génération et de l'opposition et du régime et des régimes qui sont au pouvoir. Parce que ça permettra ce que quand même, au-delà de la politique qui est en train de diviser les Africains, nous, jeunes, nous puissions nous entendre sur les fondamentaux qui assurent le bien-être de nos pays. Donc, pour moi, j'appelle pour toute l'Afrique, ce sont des changements dans les deux camps qui permettront à ce que la vision change. Parce que sans notre réveil en Afrique, les autres ne le feront pas à notre place. Après Gévagos, nous avons notre auditeur. Allô, bonjour. Allô, est-ce qu'on l'a, cet auditeur, est-ce qu'on l'a, après Gévagos, l'auditeur qui vient de nous appeler sur 96 50 34 37 ou sur 70 43 09 70, si on ne l'a pas, et j'ai quelques questions qui... Allô? Oui. Bonjour. Allô? Oui. Oui, je voudrais tirer l'attention de ce volet pour dire quelque chose. Ce qui se passe toujours à la Sénat. Oui, mais vous participez à cette concertation? Non, mais on est en train de faire quelque chose que le peuple togolais va consommer, mais on dit que c'est agricole. Maintenant, c'est quand c'est préparé là-bas qu'on va nous dire ça, ou bien cette discussion ira à l'Assemblée. Est-ce qu'il ira à l'Assemblée? C'est ça que je veux dire. Mais on attend voir si des partis politiques, des leaders qui sont là-bas vont accepter une semi-technique que eux-mêmes, l'État, ils ont rejeté. Parce qu'aujourd'hui, on doit sentir qu'ils ne sont plus là où ils seront pour être dans la tenue et qu'il faut demander une semi-technique qui est une meilleure tenue que les gens ont proposé que eux, ils ont refusé. Merci. Non, bien, merci, Gévagos. Non, j'ai dit Gévagos Pélé. Est-ce qu'il y a un problème avec le fait que les travaux soient faits à huis clos? Oui, il y a des décisions qui sont prises à huis clos. Il y a des travaux qui sont faits à huis clos dans presque tout pays. Mais à des moments donnés, il y a certaines choses que, ce qu'on dit c'est à huis clos, on se demande le pourquoi. Et surtout quand on se réfère à ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Pourquoi une concertation entre le régime et l'opposition par rapport à la réorganisation des élections doit être à huis clos? Peut-être ils ont des raisonnements qui peuvent franchement nous prouver que ça devrait l'être. Mais à la date d'aujourd'hui, moi je pense quand même que d'abord la limitation à certaines personnes comme nous, s'ils veulent franchement le changement, oui, nous sommes de la nouvelle génération avec une nouvelle vision. Nous avons des idées. Faites-nous rentrer dans cette discussion. Et je pense que ça donnera fruit. Mais si on nous élimine et puis on fait tout à huis clos, on va se dire toujours que c'est les mêmes Avec choses. la nouvelle vision, vous avez dit tantôt qu'il faudrait changer. Est-ce que c'est pas tirant leçon de ce qui s'est passé par le passé, le fait de rendre public tout ce qui se discute et qu'on est finalement arrivé à faire de cette discussion-là, des discussions à huis clos? Est-ce que c'est pas aussi un changement? Non, je ne pense pas, parce que quand ce qui est discuté à huis clos est discuté seulement pour satisfaire les ventres des participants et que ça sort un jour, ça peut causer des choses. Mais si ce qui est discuté pour le bien-être de tout pays, le bien-être de toute la population, voilà le problème. Moi, j'ai toujours dit, surtout quand je rencontre les journalistes, les amis, venez avec, au lieu de peut-être cacher les téléphones pour enregistrer, ce que je vais dire dans ma chambre, je le dirai sur le micro. Parce que je l'ai dit pour le bien-être de mon pays, pas pour mon ventre. Docteur, est-ce que vous pensez que des partis comme ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont de l'opposition, hormis ceux qui ne sont pas partie prenante à cette discussion, vont s'entendre pour aller contre le bien-être des populations togolaises? Bon, s'ils s'entendent pour ne pas faire sortir des solutions adéquates qui font évoluer le pays, donc c'est l'autre cas. Et on a vu, on a entendu des discussions qui ont ébranlé, des actions qui ont ébranlé ce pays. Après discussion, c'est le même régime qui donne du pouvoir financier à telle ou telle personne. Donc, je pense que quand les décisions sont prises par rapport à l'intérêt personnel des participants, c'est déjà un problème. Donc, je le vois comme un problème.
Il y a cette question de Claude. Cette question écrite depuis belle. Les élections sont-elles nécessaires encore dans ce pays tant que la CENI et la Cour constitutionnelle sont toujours formées de la même manière? Oui, question pertinente. Si les choses sont de la même manière, que ceux qui sont là, même si on ne les demande pas, ils se disent qu'on m'a engagé pour pouvoir sauvegarder mon poste et le poste de celui qui m'a engagé, je pense que tous les efforts que nous aurons à faire seront toujours à l'eau. Maintenant, j'ai toujours dit pourquoi ces institutions sont toujours à la solde de l'intérêt d'une personne. La plupart des temps, c'est parce que celui-là a deux intérêts, deux préoccupations principales. C'est peut-être la peur du lendemain et la peur de perte de privilèges. Donc si nous pourrons arriver quand même à décrisper la situation socio-économique et politique, et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui comprennent que même après le pouvoir, ils peuvent toujours avoir une meilleure vie, et ils peuvent comprendre que être au pouvoir ou ne pas être au pouvoir ne signifie pas la fin de leur vie, la fin de leur bonne vie. Je pense qu'il y aura amélioration. Mais tant que je vois en l'autre ce dédain, cette manière d'agir qui peut-être je ne le conçois pas comme quelqu'un qui pourra me laisser vivre après, je souhaiterais mourir avec l'arme au cou que de donner l'arme pour tirer sur moi. Donc je pense qu'il y a d'autres manières d'agir, surtout quand on dit que l'opposition togolaise n'a pas la force, n'a pas d'autre chose que nous devons toujours s'entendre. Il faudrait décrisper la situation pour que chacun de nous sache que perdre une élection aujourd'hui ne veut pas dire perdre sa vie. Il y a la question de Bertrand depuis Dogomé. La question telle que c'est libellé, je lis. Ne voyez-vous pas que la misère ambiante qui sévit dans le auprès des Togolais est fait exprès par le pouvoir public, sinon tant de projets mis sur pied, mais peine perdue? Là, je lui donne 100% raison, tant plus que c'est comme si aujourd'hui, quand les gens parlent de la vérité des urnes, moi j'ai dit au niveau de la nouvelle vision, nous pensons plus à la conscience des urnes. Dans les urnes, ce n'est pas notre vérité, c'est notre famine que nous votons. Si déjà on va être affamé sur 5 ans et que les élections sont là, sur 15 000, 10 000 ou 5 000, je dois dire oui à quelqu'un. Donc ce n'est pas ma vérité. Donc la vérité des urnes, même en Afrique, en général, ce n'est pas de quoi on a besoin. On a besoin de la conscience des urnes. Et sachant ça, les gens veulent garder la population d'une manière affamée et pour pouvoir inciter plutôt une vérité sans conscience dans les urnes. Parce qu'à la dernière minute, on vous achète une moto, ça veut dire qu'on a la voix dans votre canton. On vous donne un petit 50 000, ça veut dire que vous pouvez vous battre pour sauvegarder l'intérêt non justifié de quiconque. Donc je crois que cette famille-là est maintenue pour une raison donnée. De la même façon, je pense que le problème entre l'opposition et le pouvoir en place, c'est dit cette rigidité est maintenue pour pouvoir maintenir ce qui se passe. Sinon, donnez-nous la place, vous allez voir que les choses vont changer. Et nous sommes en train de nous battre pour ça. Mais à sa question, j'ai dit oui, pour moi, je vois. Parce que quand je vois des millions injectés dans des programmes, dans les FNFI, dans telle chose, et puis il n'y a même pas, à des moments donnés, il n'y a même pas un contrôle de ces investissements où bon, il y a d'autres idées qui peuvent se faire. Bon, il y a des choses, franchement, vous allez vous demander si réellement les gens n'investissent pas seulement pour pouvoir faire une politique enjolivée ou bien une politique de faire voir. Compris, auditeur, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, c'est... Oui. Je dis bonjour, je crois que c'est docteur Kodjovic qui est avec vous, parce que je ne vous ai pas capté depuis. Oui, c'est lui, c'est lui. Bonjour, monsieur. J'ai deux questions pour vous, monsieur le président. Allez-y, s'il vous plaît. La première question, comment est-ce que votre parti prépare les élections régionales qui s'annoncent? Ma deuxième question pour vous, l'ancien ministre Dima Oré est dans la mer du Tweet. Parce qu'il y aurait... Allô?
Oui, on vous suit. Oui, parce qu'il aurait dénoncé certaines choses sur le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. En tant qu'homme politique, est-ce que ce qu'il avait dit mérite la situation dans laquelle il est aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci Waris pour les deux questions. D'abord, Novi, c'est pas un parti. Non. Ok. Oui, mais je partage la question. Je lui dirais comment, c'était de savoir comment nous préparons les élections régionales. C'est difficile de préparer une élection où on nous a fermé la porte au moment où les règles sont en train d'être déterminées, les règles sont en train d'être rédigées. Et donc pour le moment, on ne sait même pas ce qui va s'en sortir. La porte est fermée. Donc on ne peut pas se préparer pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. Donc nous sommes là en train de voir. Et à la sortie, au bien sortir de ces préparations, nous allons, notre état-major va décider comment nous impliquer dans ces élections. Mais pour le moment, la porte est fermée. On ne sait pas ce qui est en train d'être préparé là-bas. Donc si ça sort, que ça a un bon goût, on peut manger, on va aller manger. Et on va aller s'en servir pour le bien de notre pays. Donc voilà pour sa première question, ce que je pourrais dire. La deuxième question? La deuxième question concerne la situation de l'ancien ministre, l'ancien député, qui a été interpellé. Et là, d'abord, je dirais que selon les informations dont moi je dispose, il a été interpellé, n'a pas encore été jugé. Bon, et d'autres diront qu'il a fait des dénonciations, d'autres diront qu'il a fait des abus, d'autres diront qu'il a parlé, il y a, comment dire, liberté d'expression, il y a tellement de choses. Mais moi, ce que je voudrais quand même dire à ce niveau, c'est que, oui, nous avons des problèmes dans notre pays. Nous ne sommes pas là où nous voulons être pour le moment et nous nous battons tous pour y arriver. Mais cette liberté d'expression n'est pas synonyme de la démagogie. Et tout être humain peut se permettre de dire des choses, mais il faut savoir que ce qui sort de toi, tu dois être responsable de ça. Et surtout, parce que je me suis dit, quand j'analysais la situation de mon frère, je disais que si c'était un Zemi Diamana Dekon qui disait les mêmes choses, je ne pense pas qu'il serait interpellé. Mais quelqu'un qui a eu des postes comme un ministère, portefeuille de ministère, qui a été député, et ce que vous dites, au fait, en soi, pour moi, n'est pas le problème. Moi, je ne pourrais pas condamner pour le moment ou bien apprécier. Mais j'attends, parce que si aujourd'hui je dis... Mais vous l'avez écouté ou pas? Je l'ai écouté. Mais si aujourd'hui je dis, la CENI a des problèmes et qu'on m'interpelle, la Cour doit m'interpeller s'il voit que bon, mes propos sont peut-être exagérés. Il va dire peut-être exagérés. Maintenant, il va me donner la chance de prouver pourquoi. J'ai dit que la Cour a des problèmes, ou bien la CENI a des problèmes. Et si je n'arrive pas à prouver que ce sont des parents en l'air, alors que je suis un porteur de voix, je suis une personne qui peut être écoutée, ça ce serait une incitation. Donc là, avec notre confrère, pour moi aujourd'hui, ce serait aller vite en besoin pour dire que ce que M. Dima, ce qu'il a dit est mauvais ou pas. Moi, j'attends seulement parce que j'ose croire qu'une personne de ce rang ne peut pas se donner de dire des choses sur la génocide, sur la comparaison des nombres de morts, sans avoir des données. Et la loi va jouer son rôle. Vous avez dit quelque chose. Vous êtes quelqu'un de poids. Vous avez dit quelque chose. Mais pour le moment, on vous interpelle. La justice va faire son travail. On va vous demander prouver. Mais si vous arrivez à prouver et au-delà de votre preuve, on veut vous garder, alors je pense qu'il y a exagération. Mais interpeller pour le moment, je ne pense pas que c'est ça qui doit être condamnable. Moi, j'attends seulement que notre frère puisse arriver à démontrer à la cour, à la justice, que franchement, ce qu'il a dit, il a ses preuves.
On a compris votre position, qui est une position relativement contraire à celle d'un certain nombre de partis politiques qui demandent tout simplement sa libération. Non, ça aussi, bon, je crois qu'on doit arrêter ça. À chaque fois que quelqu'un est arrêté, on dit il faut qu'il soit libéré immédiatement. Bon, nous voulons que les institutions soient fortes. Maintenant, si la personne est interpellée, et d'abord, la plupart des temps, nous injectons dans ces choses sans même que la Cour ou bien la justice ne se prononce. Parce que interpeller, on peut venir nous interpeller tous tout de suite. Interpeller ne veut pas dire que tu es en prison pour le moment. C'est que bon, pour le moment, on peut te dire, voilà, on vous garde ici en attendant qu'on décide par rapport à cela. Mais vous pouvez vous prouver et on vous dit salut. Mais interpeller, les gens se lancent dans des choses pour dire n'importe quoi. Pour le moment, je pense que c'est trop prématuré de dire si notre frère a raison ou pas. Mais moi, j'ose croire, comme je l'ai dit, quelqu'un de ce rang, ce n'est pas je ne dis pas que les émigrants, quelque part, son truc là, non, c'est pas ce que je dis. Mais ce n'est pas un simple citoyen qui vient de dire ce qu'il pense. Ce n'est pas... Même un simple... Vous faites confiance à la justice. Je fais confiance non seulement à la justice, mais je fais beaucoup confiance à la qualité de mon frère de prouver ce qu'il a dit à la justice. Est-ce qu'on a un auditeur on l'a? Allô? Alors, Oui, bonjour. bonjour, c'est Vamos. Oui, vous revenez. Bon, je voudrais savoir si notre ami, avec son parti, ils ont des partenaires dans la sous-région, il faut confiance toujours au Québec. Puisque, bon, leurs partis ont des partenaires dans la sous-région. Je n'ai pas trop compris. Partenaire, vous parlez de membres? Nous parlons de la libération de la Cour. Oui. Vous parlez de vision. Bon, est-ce que vous avez des alliés dans des pays de la sous-région? Bonne question. Ali... Parce que bon, vous avez des partis. Non, on a compris. Il a compris. Oui. Vous, si vous parlez d'alliés, on n'a pas d'alliés amis, on a alliés de la vision. Aujourd'hui, un peu partout dans la diaspora, vous savez que nous sommes un mélange d'Africains. Et si déjà la nouvelle vision, par ses approches, dans la nouvelle manière de faire la politique en tant qu'une jeune formation, donne inspiration, par exemple, aux Nigériens d'avoir une nouvelle vision, donne inspiration aux Maliens d'avoir une nouvelle vision, pour que le combat qui se faisait d'une manière archaïque, selon moi, d'une manière stérile, change. Je pense déjà que c'est ce qu'on pourra appeler allié à la nouvelle manière de faire. Donc je vois, j'ai beaucoup de Togolais, surtout à l'étranger, qui sont inspirés par la manière dont la nouvelle vision s'implique en politique au Togo. Et il y a des gens qui veulent faire de la même chose dans des pays africains. Parce que le combat que nous avons tous vu venir depuis des temps immémoriaux, c'est que rassemblons-nous pour faire sauter qui que ce soit, et ce qui n'a pas donné de fruits jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, je pense que même dans la diaspora, autour de moi, je n'ai pas seulement des Togolais qui sont amis de cette nouvelle vision. Pas seulement amis, mais il y a des gens qui s'inspirent d'une nouvelle vision dans d'autres pays africains. Donc, en ce sens, je dirais oui, nous avons des alliés, mais des alliés de cette manière d'agir qui, déjà, anticipe de bons résultats. Il y a la question de Bertin Mouzouvi depuis Bekbota dans la commune de Golfe 1. C'est sur la question des loyers. Entre-temps, vous l'avez évoqué, puisque à votre retour à Lomé, vous avez constaté qu'un certain nombre de Togolais ont des difficultés à payer le loyer. Sur cette question, l'auditeur pense que les acteurs politiques ne s'activent pas assez. C'est vrai que ces derniers jours, il y a eu une communication, une position des autorités togolaises sur une éventuelle limitation, par exemple de la caution qui est demandée. Vous savez qu'au Togo, n'importe qui peut demander à ce qu'on lui paie 2 ans de caution ou 1 an de caution, d'augmenter comme il veut les frais de location. Quelle est votre position sur cette question? D'abord, pour la question, je dirais à notre frère que ce n'est pas seulement sur les questions de loyer que les leaders politiques ne s'activent pas. Ils ne s'activent presque pas sur des questions de développement, sur des questions économiques. Ils ne s'activent que sur les questions des urnes et autres. Alors que, bon, voilà. Mais revenant spécifiquement à la question de loyer, pour moi, je pense que, oui, l'État a réduit ou bien est en train de mettre sur pied une loi sur
le nombre de mois de caution. Mais ça également, ça portera quel fruit? Si j'ai construit ma maison avec cette dureté, et que je voulais quand même rentrer un peu dans mes dépenses en demandant tel ou tel, je sais, oui, il y a abus, l'État doit harmoniser les choses. Mais au-delà de ça, je vois, je serais un État aujourd'hui, je dirais plutôt, de faire ce qui doit peut-être payer les impôts, parce que tel et tel, donner des récompenses stratégiques qui permettront à ce que ces situations soient au moins réduites à certains niveaux donnés. Si je demande à ce que le propriétaire ne demande pas, parce qu'il y a des propriétaires, ils ont fait une partie de leur maison, ils demandent de l'avance pour pouvoir continuer à terminer, à faire ceci, à faire cela. Il y a des gens qui n'abusent pas, mais ce soit dans la stratégie de pouvoir accomplir leur boulot, ils savent qu'en demandant un an à tel, je pourrais finir ceci et cela. Donc il y a d'autres choses qu'on doit revoir. On ne doit pas seulement prendre des décisions seulement pour qu'une partie soit lésée. Que la décision soit mûrement réfléchie, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Et que l'État aussi soutienne, que ce soit les propriétaires de maisons, et que ceux qui sont en train de louer, il faudrait quand même un système qui permet à chacun de nous de pouvoir nous en sortir. Dans 5 minutes, l'émission va prendre fin, mais sur cette question qui concerne la première année du nouveau mandat de l'actuel chef de l'État. Faure Gnassingbé avait prêté le serment le 3 mai 2020, cette semaine, et cela a été observé notamment du côté du Parti uni par l'organisation des offices religieux. Que retenez-vous de cette première année du nouveau mandat? Alors, je retiens que la lutte ou bien le combat, les discussions politiques ont été réduites un peu par rapport à ce qui se faisait après chaque élection, où il y a des troubles qui s'annoncent après ça. Et je retiens également qu'il y a une meilleure maîtrise de la situation covidale par le gouvernement. Et je retiens également que les routes sont toujours en construction. Mais ce que je n'arrive pas à retenir, c'est de voir comment les efforts sont faits pour soutenir ceux qui sont vraiment dans des situations socio-économiques très désastreuses. Et je dis, c'est une situation alarmante. Il y a des gens qui ne sentent pas. Mais autour de nous, nous sommes avec une population à la base qui vivait du jour au jour le jour, mais avec cette situation où tout est bloqué, ceux qui viennent au port, ça ne marche plus comme avant, au marché, ce n'est plus ça, et les mamans n'arrivent plus à voyager en Chine, dans ces pays-là pour faire leurs commandes, et rien ne se crée. C'est-à-dire c'est une situation chaotique. Il y a des situations bancaires où les gens ont fait des prêts, mais ils doivent vendre leurs marchandises pour pouvoir payer ces banques, et maintenant ces banques sont à la poursuite de ceux-là qui ont fait des prêts. Il y a tellement de choses alarmantes que je ne vois pas sur le calendrier de cette première année. Donc moi, ma recommandation, c'est que oui, applaudissons pour les efforts faits de ce niveau, mais je recommande à ce que pour cette deuxième année du mandat du président de la République, on puisse arriver à voir, à compter les efforts pour pouvoir réduire cette crise qui s'aggrave tous les jours au niveau de nos mamans, au niveau de tous ces milliers de jeunes sans emploi, au niveau de cette jeunesse-là déboussolée. Vous avez retenu que de nouvelles routes sont en construction, c'est vrai, et notamment la route Lomé-Palimé. On salue l'entreprise qui fait cette route. Mais il y a des difficultés, par exemple, dans votre secteur. Je sais que vous habitez dans la zone d'Avepozo en allant vers Anejo. L'entreprise en charge de cette route, je ne sais pas si cette entreprise a des soucis. Vous, particulièrement, comment est-ce que vous vivez cette difficulté à emprunter cette voie qui est la nationale? Mais c'est très difficile. Hein. Et puis, moi, je vois quand même que c'est une malorganisation des choses et un laisser-aller. Malorganisation peut-être au niveau de l'entreprise qui a pris le contrat, mais un laisser-aller au niveau de l'État qui doit reconnaître quand même que son rôle, c'est de pouvoir rassurer, c'est de pouvoir protéger ses citoyens. Des fois, presque tous les jours, dans la semaine, vous voyez comment c'est difficile de passer à Vepozo pour aller au port. Mais ce sont des dispositions très simples à prendre pour pouvoir faire passer les gens. Mais qu'est-ce qui se passe et que personne ne dit rien, les entreprises sont là, je ne comprends pas.
Mais l'opportunité nous est donnée aujourd'hui de sonner l'alarme parce que notre rôle en tant que citoyen également, c'est de pouvoir sonner l'alarme sur des situations que nous vivons parce que l'État peut ne pas savoir que ces situations sont de telle manière. Mais je lance cet appel à ceux qui sont ordonnancés d'agir, de savoir qu'il y a des dispositions à prendre au niveau de la voie à Veposo, au port, pour que les choses soient améliorées. Et je ne pense pas que c'est une fusion financière dont on a besoin, mais une réorganisation, une prise de conscience de ces entreprises et des citoyens. Ça peut allévier, ça peut réduire vraiment la peine que nous traversons en ce moment-là où les routes sont en construction. Merci. C'est sur cette dernière question que nous mettons fin à cette émission. Merci d'être venu, Dr Aubert Kodio-Vitton, président de Nouvelle Vision. L'émission, elle s'achève. Elle a été mise en onde par Venceslas Boga Koudoyo. Moi, je suis Pierre Boatiobé. Dimanche prochain à 12h, nous aurons un autre invité ou des invités pour une nouvelle édition du D12. Au revoir.